seetu ba ma nga leen di wane nit ñaa nga taxaw leen tàccu man ab toogaay du ma tax a xëccu bëre bu king baam bëre bu king baam xool leen la ñuy niroon bëre bu king baam bëre bu king baam xool leen la ñuy niroon ñoo ngay xuloo di desante nit ñaa nga taxaw leen tàccu. Donc dans mon journal Pathé Diagne, et j'ai plusieurs groupes. Pourquoi plusieurs groupes? Parce que je ne veux pas mélanger les thèmes. Donc j'ai un groupe qui s'appelle Afrique Essor. Afrique Essor vous montre les success stories, ce qui se fait de bien en Afrique, ce qui réussit, les petits génies qui créent. Afrique Essor, c'est un nom, comme je vous l'ai montré, c'est en 2000 qu'on avait créé ici avec beaucoup d'Africains la revue Afrique Essor, et chaque 3 mois on partait de thèmes. Là c'était sur l'énergie solaire et le monde rural africain, un dossier que j'avais présenté suite aux travaux que j'avais de recherche que j'avais fait. Là c'est un numéro double qu'on avait présenté sur la démocratie en Afrique. Et dans ce dossier-là, dans cette revue-là, je fais le dossier qui émane de ce que j'avais écrit sur ce livre, L'Afrique est-elle incapable de s'unir? Et déjà, c'était en 2002, je demandais aux Africains de faire attention à une chose, parce que tous nos dirigeants actuels sont d'accord depuis Nkrumah, Cheikh Anta Diop, qu'il faut unir l'Afrique. Et moi je leur dis, mais si la France qui elle toute seule a plus de budget que vous tous réunis, la France a besoin de s'associer avec 26 pays pour faire face à la Chine et aux États-Unis, mais pourquoi les Africains restent-ils des États nains, comme le disait Cheikh Anta Diop, des petits États qui ont des budgets qui ne dépassent même pas celui d'un département français? Pourquoi chaque pays africain, on est au nombre de 54, y compris le Comore, etc. On est au nombre de 54 pays qui n'ont pas les moyens, et je m'étais amusé à faire des calculs. Si 54 pays africains ont chacun leur représentation diplomatique dans tous les pays du monde, faites le calcul, vous tombez autour de 38 000 et quelques. C'est énorme. C'est énorme. Alors que unir l'Afrique d'un bloc, c'est difficile, il faut être concret. Parce que, comme le disait Crozier, c'est pas parce qu'on veut le changement que le changement se fera. Léopold Sédar Senghor, notre président poète, le disait aussi. Mais pour diriger un pays, on n'a pas besoin d'un poète. C'est beau la poésie, mais ça ne dirige pas un pays. Senghor disait bëgg dem taxul dem mën dem mooy tax dem. C'est à peu près cela. Donc Michel Crozier dit le changement ne va pas de soi. Pour qu'il y ait changement, il faut que des conditions préalables soient réunies. Quelles sont ces conditions préalables? Il faut d'abord qu'il y ait un système de contrôle et de régulation fiable. Il faut que l'état des rapports des forces en présence soit favorable. Et il faut de la détermination et de la motivation des gens qui veulent le changement. Donc il faut ces 3 principes de base soient réunis pour qu'un changement en toute chose puisse avoir lieu. Mais ce n'est pas parce qu'on dit le changement que le changement se fera. Donc si on veut le changement, on descend, on regarde les éléments du changement, c'est toujours la même problématique, c'est-à-dire descendre à la cause des causes causant des causes, pour régler les problèmes de façon définitive. Sinon, comme on le fait en Afrique, chaque président qui vient avec son programme rencontre les mêmes difficultés. Car on dit que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc, le problème de déstabilisation militaire qui se passe en Afrique, par exemple, moi quand je sais qu'au Mali, il n'y a même pas 30 000 personnes qui déstabilisent toutes ces zones, et nous on est là, on va attendre des fonds du G5, on va venir nous aider, machin, alors que l'une des propositions de Cheikh Anta, je le disais, c'était une armée commune africaine. Mais même si on ne peut pas avoir une armée commune, parce qu'il faut prendre la réelle politique aussi, entre les Nigériens, les Marocains, ça ne va pas, etc. C'est pourquoi Cheikh Anta Diop et beaucoup d'autres intellectuels, ils se sont dit, on peut travailler sur 5 zones en Afrique.
l'Afrique de l'Ouest. Et l'Afrique de l'Ouest semble être la communauté qui se construit assez bien. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord et l'Afrique du Centre. Ces 5 blocs-là doivent s'organiser dans un premier temps et ensuite, suivant les affinités, on essaie d'aller plus loin. Parce qu'il ne faut pas se dire qu'on va faire l'organisation de l'unité africaine si on ne le fait jamais. Vaut mieux commencer par des bases. Je sais que la CEDEAO avance sur beaucoup de plans. En ce moment, il parle de créer une monnaie. Et là aussi, si on avait le temps d'en parler, c'est vrai que notre situation monétaire, le franc CFA, moi je l'ai critiqué comme tout le monde. Bien que je suis rationnel, je me dis, ce que disait Crozet tout à l'heure, c'est vrai, pour que le changement se fasse, il faut que les conditions, quelles sont les conditions du changement pour qu'on n'ait plus ce franc CFA? Il faut que les pays africains arrêtent de produire 15% de leurs besoins. En ce moment, les pays africains, toutes choses confondues, ne produisent d'eux-mêmes qu'à entre 15 et 17%. Tout le reste est importé. On importe des voitures, on importe des hôpitaux, on importe de la matière grise, on importe tout. Et même des fois, on se met à importer de quoi manger et de quoi se soigner et des petits détails qu'on peut régler chez nous, mais on ne le fait pas. Donc, c'est bien beau de vouloir dire on va sortir de ce joug monétaire que constitue le franc CFA, mais il faut en même temps commencer par booster notre économie. On n'a pas toujours besoin, par exemple, je prends un exemple rapidement, de franc CFA pour faire ce qu'on a à faire dans nos pays. Il faut qu'on développe ce qu'on appelle les systèmes d'échange locaux, etc., qui existent. Parce que dans tout travail, on n'a pas toujours besoin de dollars et d'euros pour faire le travail. On peut, entre nous, nous organiser de telle sorte que si les Sénégalais qui sont dotés en telle matière première, soit le ciment ou le poisson par rapport au Burkina Faso, donnent ça et que le Burkina Faso a autre chose, entre pays africains, il faut qu'on signe des accords pour faire de l'intra-africain. Mais notre intra-africain est à 15%. Et ceux qui nous dominent aujourd'hui, ils savent que c'est notre point de faiblesse. Ils ne font rien pour nous aider, parce que ce n'est pas à eux de nous aider pour enlever cela. C'est à nous d'être conscients d'enlever cela. Les pays européens, ils sont à 60%, 50% au minimum de production de leurs besoins. Nous, on est à 15% et on veut être libre. On ne sera pas libre comme ça. Il faut créer les conditions de notre liberté. En même temps bon, la CEDEAO a dit que 2020 c'est bientôt, qu'ils vont créer la monnaie africaine. Il y a des discussions qui se font pour harmoniser tout cela. J'espère qu'ils vont faire vite. Parce que l'autre jour, je faisais la critique sur la troisième part que le président sénégalais dit qu'il va faire sur les fonds du pétrole qui sont arrivés, la manne du pétrole qui semble se déverser sur le Sénégal, 1/3 pour les investissements structurels et autres, j'imagine bien, un autre tiers pour le fonctionnement du gouvernement, et il a parlé d'1/3 de fonds souverains. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on est dans un système monétaire aussi dépendant que le nôtre, ce fonds souverain-là ne bénéficiera qu'aux autres pays. C'est-à-dire aux autres acteurs, hommes d'affaires qui ont des garanties, qui peuvent se présenter sur les banques et emprunter cet argent et venir l'investir au Sénégal et se faire des bénéfices. Je pense que s'il y a un fonds souverain, il faut dire, ben, c'est le pétrole des Sénégalais, ce fonds souverain-là, je vais l'utiliser en faisant activer l'effet multiplicateur du crédit développé par John Maynard Keynes, en faisant activer notre propension marginale à consommer et en réservant ces fonds souverains-là, au moins dans un premier temps, jusqu'à ce qu'on émerge vraiment, parce que l'émergence est encore loin. Donc, je pense que c'est prématuré de parler de fonds souverains. Ça, c'est les pays arabes, et eux, ils vendent du pétrole depuis 4 décennies.
Donc on n'est pas encore à ce niveau. Je pense que ce fonds souverain-là, il faut en faire un fonds qui va pouvoir prêter de l'argent à tous les Sénégalais qui devront investir, mais là aussi avec la rigueur qu'il faut pour que ça ne soit pas du n'importe quoi, la corruption, ça connaît, etc., etc. Il faut que ça soit du sérieux. Ce fonds souverain-là, il doit être là pour les Sénégalais, il doit être là pour les propulser à se développer le plus rapidement possible, parce que aujourd'hui, on est dans un monde différent. Parce qu'il y a des moments où, il y a 30-40 ans, avant l'ère informatique, du numérique, les choses allaient à pas de tortue. Mais maintenant qu'on a l'informatique, tout va à pas de lièvre, c'est très rapide. Donc on ne peut plus attendre. Il faut mettre tous les enfants en bonne condition. Comme je le disais la dernière fois, plus de talibés au Sénégal. Pourquoi des talibés? Si des gens choisissent de les instruire en arabe, soit. Mais dans de très bonnes conditions, ils ont des récréations, ils n'ont pas besoin de faire les tours des maisons et de rassembler du riz, du mafé, etc. et tomber malade et mourir. Personne ne s'en rend compte parce que leurs parents ne s'en occupent même pas. Tout cela doit finir. Si on veut les instruire, on les instruit. Ils auront, comme tous les autres enfants du monde, parce que l'islam même le dit, hein, un enfant jusqu'à 7 ans, c'est un roi, c'est une princesse. Un roi ou une reine. Ça veut dire qu'il faut répondre à ses besoins. C'est l'âge. De 7 à 14 ans, il devient l'étudiant. Là, on le corrige, on le met sur le droit chemin. De 14 à 21 ans, tous les 7 ans, là, il est son propre étudiant, il va découvrir le monde, ainsi de suite, jusqu'à 42 ans, où il est vraiment professeur et il commence à professer, à donner son savoir à d'autres. Donc pourquoi nous, on commence à traumatiser nos enfants avant l'âge de 7 ans? Et il y a un grand penseur français du nom de Jacques Attali qui le dit. Il a écrit un livre, le fondement c'est « Chez les enfants, tout se joue avant 5 ans ». Tout se joue avant 5 ans. Et il a fait des études comme ça, on a vu que depuis 50 ans, tous les dirigeants français viennent d'une cinquantaine, centaine de familles. Parce qu'ils ont bénéficié de ces avantages. Je vais finir sur les paradigmes. Dans cette phase épistémologique, les paradigmes. Les paradigmes, ça vient du mot paradigma. Para auprès de, degma la direction, du grec. Et dans les paradigmes, je donne un exemple. Dans les religions, il y a les paradigmes. Par exemple, le paradigme musulman, le paradigme juif, le paradigme chrétien, le paradigme bouddhiste. Et puis, il y a les grandes familles et il y a les sous-familles, il y a les sous-paradigmes. En économie aussi, il y a des paradigmes. Par exemple, en économie, on a le paradigme libéral d'Adam Smith, le père fondateur est Adam Smith, je veux dire. Adam Smith, c'est 1776. Et Adam Smith, rapidement, je vais dire 2 mots de lui. Ce qui frappe quand on parle d'Adam Smith, il a écrit un livre, La richesse des nations, où Adam Smith dit « Le commerce international entre les pays doit se faire de cette sorte. Chaque pays doit regarder ses dotations factorielles et, suivant ces dotations factorielles, s'investir pour avoir de meilleurs coûts et présenter son produit et avoir l'avantage. » Donc tout le monde bénéficierait de ce commerce international, mais les choses ne se passent pas ainsi. Regardez les pays africains. Ils ont de l'hydroélectricité, ils ont de l'uranium, ils ont pas mal de produits de matières premières. Mais le modèle qu'ils acceptent, c'est que d'autres pays viennent le leur prendre brut, dans des camions, dans des conteneurs, et vont le travailler chez eux, et donc ne leur laissent pas le travail ici. On exporte trop de brut sans valeur ajoutée, c'est un problème, et l'Afrique ne pourra combattre cela que si l'Afrique atteint une taille critique. Une taille critique, c'est une taille d'assez bonne corpulence pour que la dissuasion exerce, pour qu'on s'exerce, pour qu'on ait les marchés qu'il faut, etc., etc. Donc le libéralisme d'Adam Smith, mais le point le plus important du paradigme libéral d'Adam Smith 1776 et qui régit le monde, c'est ce qu'il appelle la concurrence pure et parfaite, parce que vous savez, il y a plusieurs types de marchés. Un marché, c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Donc, un acheteur, plusieurs vendeurs, c'est un marché.
un vendeur, plusieurs acheteurs, comme quand vous vendez un tableau, une œuvre d'art, c'est un marché, mais ce sont des monopoles contrariés, etc., etc. Le seul des au moins 16 marchés qui existent, il y en a plus, des 16 marchés reconnus que Adam Smith reconnaît, c'est la concurrence pure et parfaite, la CPP. La concurrence pure et parfaite, Adam Smith il dit, on peut être en marché de concurrence pure et parfaite, mais il dit pour que la concurrence soit pure, il faut l'atomicité du marché. L'atomicité, ça veut dire que sur chaque marché, il y a plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs, de telle sorte qu'aucun d'eux ne peut imposer un prix gonflé. Parce que si vous imposez un prix gonflé, les autres vont aller acheter chez les autres, etc. Et vous êtes obligé de baisser le prix. C'est ça l'atomicité du marché. Adam Smith dit, deuxièmement, il faut l'homogénéité des produits. Ça veut dire que dans un même secteur, par exemple, la vente de café, il faut que tout le monde présente le même paquet de tel gramme parce que on ne peut pas permettre à un label de venir présenter un café de 2 kilos, etc., etc. Il faut homogénéiser. Et les produits, et si c'est des secteurs, par exemple dans le secteur du transport, il faut que dans le secteur du transport, si je veux quitter Dakar pour aller à Diamniadio, il faut que j'ai le choix entre la voiture, le train, et autre moyen. Il ne faut pas que ce soit juste un seul moyen qui peut... L'homogénéité, ça libère. Et troisième principe pour que la concurrence, le marché soit pur, c'est la fluidité. C'est-à-dire que chaque marché, il faut qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée. Il faut que quelqu'un qui veut rentrer dans un marché soit libre d'y rentrer et d'y sortir. Donc si ces trois principes sont réunis, le marché est pur, dit Adam Smith. Et si on lui rajoute deux autres contraintes, l'une des contraintes, c'est la transparence. La transparence est fondamentale. Il faut que tout le monde puisse avoir toutes les informations. Par exemple, personne ne peut dominer les autres du fait de la rétention d'informations. Et d'ailleurs, souvent, je fais des critiques parce qu'ici, avec la SNCF en France, il y a des gens qui ont leur carte bancaire, qui ont leur connexion Internet. Quand ils veulent acheter un billet d'avion, ils peuvent, avec les produits discount et autres, se connecter, acheter des billets d'avion pour aller au Maroc à 29 à 49 euros. Mais moi, je me dis, un billet d'avion pour aller au Maroc à 49 euros, en tout cas, moi, je n'achète pas. Je ne sais pas, c'est psychologique. Mais cette offre-là n'est pas donnée à n'importe qui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de connexion, il y a des gens qui n'ont pas de carte bancaire, et eux, ils ne peuvent pas bénéficier. Donc, ils sont en contradiction avec Adam Smith sur ce plan-là. De telle sorte, comment on peut le lever? Si je prends le système de chemin de fer, ils peuvent le mettre sur Internet, mais ils doivent être obligés de faire des bornes, ou même quand quelqu'un n'a pas de compte bancaire, il doit pouvoir mettre des pièces et payer et acheter le même produit que celui qui a l'Internet et la carte bancaire. Cinquième contrainte pour que le marché, la concurrence soit parfaite, donc après la transparence, c'est la mobilité des facteurs de production. Ça veut dire, en d'autres termes, que chaque secteur, un individu peut investir pour fabriquer de l'huile avec des cacahuètes, mais si ça ne lui plaît plus, il doit pouvoir monnayer ou retirer ces facteurs de production, capital et investissement toute autre nature, et aller investir dans un autre secteur. Donc les gens sont libres de rentrer et de sortir dans les différents secteurs. Adam Smith dit, si on rassemble ces 5 contraintes, on est en concurrence pure et parfaite, c'est l'idéal des marchés. Mais moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la mondialisation telle qu'on nous l'a prônée, avec l'Organisation mondiale du commerce, avec tout ce qui se fait aujourd'hui, on est rentré dans un phénomène très complexe qui contredit les contraintes, le domaine de définition de la CPP posé par Adam Smith. Ensuite, le deuxième paradigme en économie, c'est le paradigme marxiste, révolutionnaire. Mais Karl Marx, il vient dire, bon, Adam Smith, ton marché libéral, il ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que les capitalistes sont frappés par une maladie qu'ils appellent la baisse tendancielle du taux de profit, qui leur impose à chaque fois de toujours chercher le profit. Et puisque les capitalistes ne sont
motivés que par la recherche de profit, il arrive des moments où eux, ils mobilisent des ressources du pays que le système bancaire leur permet d'avoir plus facilement et ils ne l'investissent que là où c'est rentable. Donc, ils négligent les autres secteurs tels que l'éducation, tels que la santé, tels que les autoroutes, tels que le déplacement des gens, etc. etc. Et cela a amené une discorde entre ces deux paradigmes. Et celui qui va essayer de les concilier, c'est John Maynard Keynes, dont je vous parlais, le ministre de l'économie et des finances anglais, 1911. John Maynard Keynes dit au paradigme libéral, vous avez tout misé sur la CPP pour atteindre le plein emploi, mais le plein emploi est un rêve inaccessible. On ne peut pas être en plein emploi. Le plein emploi, c'est quand une économie, il y a à peu près 3% de chômeurs, jusqu'à 4, 5, au-delà de 7, ce n'est plus le plein emploi. Il y a des pays qui ont ces taux-là. Puisque vous ne pouvez pas avoir le plein emploi, et John Maynard Keynes critique aussi le modèle de l'appropriation publique des moyens de production de Karl Marx, parce qu'on a vu ce que le communisme a donné dans certains pays, comme la Chine, comme l'URSS. Donc le modèle marxiste n'a pas pu fonctionner comme Marx l'avait théorisé. Mais cela n'est pas la faute de la théorie de Karl Marx, c'est la faute de la mise en œuvre de sa théorie aussi. Parce que toujours entre l'idée et la mise en œuvre de l'idée, il y a une grande différence. Donc ce que le propose John Maynard Keynes, c'est de faire de la politique de relance publique. C'est-à-dire que l'État qui récupère des taxes et autres et qui se fait un trésor doit utiliser ces deux moyens, politique fiscale ou politique monétaire, pour faire en sorte que les secteurs que ne recherchent pas les capitalistes, l'État y investit. Après, les députés anglais lui disent, mais John Maynard Keynes, où est-ce qu'on va prendre tout cet argent? Mais lui, comme il avait beaucoup d'humour, il leur dit, prenez tous les chemins, faites-leur creuser des trous et demandez-leur d'enfuir les vieux papiers de journaux que vous avez chez eux. Ça suffira, payez-leur. Ils étaient étonnés, mais qu'est-ce que c'est que cette proposition-là? En fait, John Maynard Keynes, derrière cela, a développé le concept de l'effet multiplicateur du crédit. Rapidement, l'effet multiplicateur du crédit, si c'est au Sénégal, quand vous venez donner 1 million de francs CFA à quelqu'un comme Balagaï ou Youssou Ndour, ben, ça ne change pas sa vie, parce qu'il en a des centaines chez lui. Mais quand vous donnez 1 million de dollars à celui qui vend des cacahuètes au coin de la rue, 1 million de francs CFA je veux dire, parce qu'1 million de dollars c'est beaucoup, 1 million de francs CFA vous le donnez au vendeur de cacahuètes, ben, il peut installer sa petite boutique, changer sa vie, amener ses enfants à l'école, refaire les habits des enfants, acheter des chaussures, et donc celui-là, il a une propension marginale à consommer maximale, parce que la propension marginale à consommer, c'est un rapport, c'est entre 0 et 1 ou 0 et 100%. Les gens pauvres ont une propension marginale à consommer proche de 100%, les gens riches proche de 0. L'argent du pays doit aller vers ces gens-là qui ont la propension marginale à consommer la plus forte. Parce que ces gens-là vont l'investir dans l'économie. Par exemple, s'il va acheter des tenues pour ses enfants chez le tailleur, il n'a fait que prendre du tissu et avec son génie, il a cousu des habits. Donc le tailleur, il n'a pas dépensé les 1000 francs qu'on lui a payés, il en a dépensé 400 et il a créé une valeur supplémentaire qui est de 600. C'est ces créations de valeur supplémentaires que chacun fait dans son petit bout qui font que autour d'une année de circulation de la monnaie, les 1 million que vous aviez donné à celui qui avait une propension marginale à consommer deviennent, si l'effet multiplicateur du crédit est de 1,8, deviennent 1 800 000, etc. Et ça constitue une croissance effective de l'économie du pays qui amène un développement aussi. Parce que ceux qui sont aidés socialement sont en même temps ceux qui vont le dépenser tout de suite dans les supermarchés, dans les factures, etc. Ils font vivre l'économie par l'effet multiplicateur du crédit. Le quatrième paradigme dont je peux parler ici, c'est le paradigme qu'on dit anarchiste. Le paradigme anarchiste, anarchie ne veut pas dire forcément désordonné, c'est un terme
utilisé par les sociologues. Mais les anarchistes, ils se différencient des autres parce qu'ils disent que tout pouvoir corrompt. Le système en lui-même est corrompu, nous ne voulons pas du système. Puisque le système est corrompu, il faut faire table rase du système parce que le système ne peut pas créer une fonctionnalité qui nous permet de sortir des problèmes que nous avons constatés. On dit aux anarchistes, qu'est-ce que vous proposez? Ils disent rupture avec le système. Mais comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas rompre avec le système parce qu'on est système. Nous sommes tous système. Ce qu'on peut faire, c'est se battre pour rentrer dans le système et changer ses règles. Parce que si vous ne changez pas les règles d'un système, vous ne changez pas ce système. Il continuera à exister. Donc, ne disons pas sortir du système, mais disons rentrer dans le système pour changer les règles du système et le faire marcher autrement. Donc, souvent, le problème dans le paradigme anarchiste, c'est que ils sont contre le système. Les anarchistes représentent à peu près 3% à 4%. Les révolutionnaires critiques chez Karl Marx représentent peut-être 7-10%. Ça fait à peu près 13%. Tout le reste, ceux qui se réclament de la branche sociale, comme les socialistes et les gens de droite, représentent la grande majorité, à peu près 80% ou plus. Et les anarchistes, ils disent, les fonctionnalistes, ils disent ceci, suite à Talcott Parsons et autres. Les phénomènes de la vie marchent ainsi. Premièrement, je veux quelque chose, je le planifie ou je le conçois. 1. 2. Je l'acquiers ou je le réalise. Et 3. Je le développe ou je l'adapte. Mais les fonctionnalistes disent, j'atteins la figure harmonieuse en 3. Mais forcément, cela va se gâter et il faut prévoir le maintien. C'est comme vous concevez la voiture que vous voulez acheter, vous l'achetez, vous le développez avec des options, mais il arrive un jour où la voiture tombe en panne, il faut l'amener à l'entretien. Et une fois l'entretien, on recommence, je conçois comment je l'entretiens. Oui, et de même qu'on a les paradigmes en économie, on a aussi des paradigmes en sociologie. On va retrouver d'ailleurs deux familles dans ces paradigmes en sociologie, parce que le keynésianisme est étudié autant en économie qu'en sociologie, et les anarchistes aussi sont autant étudiés. Les deux nouveaux paradigmes qui vont les compléter, un, ce sont les fonctionnalistes. Les fonctionnalistes, leur père fondateur, c'est Talcott Parsons, un Américain, et la finalité des actions dans la continuité de leur fonctionnement en 4 phases. Donc, comme je le disais, la phase de conception, planification, soit on conçoit, soit on planifie, soit on acquiert ou on réalise, soit on développe ou on adapte. Et 4e phase, c'est la phase de maintien et d'entretien. Parce que dans fonctionnaliste, il y a fonctionner, et les fonctionnalistes disent que le système n'est pas parfait, mais il faut fonctionner. Donc, ils sont un paradigme qui gère les écarts, qui gère les crises. Et la critique qu'on peut leur faire, c'est est-ce qu'ils les gèrent bien? Parce que regardez le système capitaliste qui est fonctionnaliste. Le système capitaliste crée des problèmes, se nourrit de ces problèmes, comme je l'expliquais tout à l'heure dans les guerres qui se sont faites, et développe ces industries de ces mêmes problèmes. Donc, fonctionner pour fonctionner, il y a une critique qu'on peut reconnaître et que les anarchistes vont leur faire et qu'on peut entendre. Donc, le fonctionnalisme. Après le fonctionnalisme, revient le même paradigme qui était en économie, le paradigme révolutionnaire, critique dit révolutionnaire de Karl Marx. Les dysfonctionnements de nos systèmes d'organisation appellent à une rupture fondamentale de l'ordre fonctionnaliste préétabli. Ça veut dire que Karl Marx, il n'est pas d'accord avec les fonctionnalistes aussi, parce qu'il dit que les fonctionnalistes, en fait, déshabillent Paul pour habiller Jacques. Mais ils ne règlent pas les problèmes. Ils sont tout le temps en train de nous
enrouler de crise en crise. Le capitalisme, d'ailleurs, ce qui a fait dire à Karl Marx que le capitalisme se nourrit de ces crises. Le capitalisme crée des crises pour se nourrir. L'exemple que je veux citer dans mon livre, la méthode de la boussole socioproductive, le cas d'étude que j'avais pris, c'est la crise financière du système financier mondial de 2008, que j'ai analysé avec la boussole socioproductive, qui montre comment des financiers américains avaient mis des crédits pollués dans des bons crédits pour essayer de manipuler le système mondial, qui les a explosés à la figure comme une pomme de terre pourrie qu'on a mis dans une sac de pommes de terre saine. Ça finit par se détériorer. Donc c'est ça que je te dis dans l'exemple que je donne sur le livre La crise financière de 2008 avec tous les acteurs, etc. Comme les capitalistes ne vont que là où se trouve leur profit, ils sont inefficients pour l'intérêt général. Parce que les capitalistes ne connaissent que leur profit. Je l'avais dit tout à l'heure, c'est le paradigme. Donc, le paradigme interactionniste, c'est le paradigme fondé par Small en 1892. On les appelle aussi l'école de Chicago. Et ce paradigme postule qu'il y a une influence réciproque entre les acteurs qui se regroupent. Et d'ailleurs, en psychologie, il y a un concept qu'on appelle l'idiosyncrasie, quand on parle des enfants, parce que des fois, un enfant peut être bien raisonnable, mais il suffit de le laisser avec un groupe, le jeu d'influence, l'interactionnisme fait son jeu, et ils peuvent ensemble les conduire à faire des bêtises. Donc, l'idiosyncrasie. C'est les psychologues qui l'utilisent beaucoup. Le paradigme anarchiste dont je parlais en économie, c'est le même paradigme qui existe en sociologie aussi. Refus du système hiérarchique, d'attribution et de gestion du pouvoir, parce que le pouvoir est tout pouvoir corrompre. Et puisqu'il en a ainsi, pour les anarchistes, l'ennemi, c'est le système de pouvoir qu'il faut raser. Que mettre à la place de la gestion collégiale, de la gestion communautaire, mais là ça peut marcher quand on est en espace restreint, mais quand il s'agit de gérer le monde avec sa complexité et son hyper-complexité même, ça reste difficile. Pourquoi il est bon de placer ces grandes familles? Parce que si on ne place pas ces grandes familles, on ne résout pas les problèmes de controverse. Je vous disais tout à l'heure que les désaccords, soit c'est des controverses, soit c'est des discordes, soit c'est des conflits. Mais souvent, nous ne sommes pas d'accord parce que nous sommes en controverse. Et nous sommes en controverse parce que nous n'avons pas levé les obstacles épistémologiques. Si je regarde le Sénégal, je suis désolé de le redire, mais à mon goût, à mon avis, mon humble avis, les technologies modernes aidant, tout le monde est devenu analyste. Il y a des gens qui sont animateurs de télé et qui sont devenus des super sociologues qui analysent le déroulement de la société. On n'en finit plus. Et moi, des fois, je suis étonné parce que, comme je vous disais, des fois, vous entendez une discussion où les gens parlent de ce qu'ils ont vu, les autres parlent de ce qu'ils ont compris, les autres parlent de ce qu'il faut faire. Mais, comme Nico Seydina Insa Wade waye woon day nekk bëri bu keex mbaam. Un travail important, donc un peu pour montrer ce que j'ai fait. Donc c'est une maîtrise de gestion des entreprises à l'université de Dakar, sortie promotion 82. Après 83-85, je suis allé à l'IDEP, l'Institut de développement et de planification des Nations Unies, qui se trouve derrière l'Assemblée nationale du Sénégal, où j'ai fait 2 ans, et formation pratique à la recherche. Boursier des Nations Unies, et donc on allait en Casamance, dans les régions du Sénégal, on faisait des politiques d'évaluation énergétique, notamment les énergies nouvelles et renouvelables. Donc 85, 89, 90, j'ai présenté un travail, rôle possible de l'énergie solaire pour le développement du monde rural africain. Je rêvais d'énergie solaire et je suis arrivé en 90 en France avec des promesses de financement de mon gouvernement que je n'ai jamais reçues.
Donc finalement, je n'ai eu que des financements d'Elf, de Total, et j'ai dû travailler sur le pétrole pour avoir ce financement. Je me suis mis à étudier le pétrole africain. Le pétrole africain, c'est ce travail d'un DEA, EDIT, Entreprise, Développement, Industrie et Travail autour de l'énergie. Donc le raffinage dans les pays de la côte ouest africaine, problématique et perspective. Et dans ce travail-là, ce que j'avais pu déceler, c'est le grand paradoxe en Afrique. Parce que les pays africains qui avaient du pétrole, on ne parlait pas du Sénégal, etc., mais c'était le Congo, l'Angola, le Gabon, etc., etc. Ces pays-là avaient une nature de pétrole de type lourd, qui est adaptée à la pétrochimie. Et la pétrochimie, nous n'avions pas des industries de pétrochimie pour faire toutes les déclinaisons en plastique et autres. Donc les Africains vendaient leur pétrole brut et réimportaient du pétrole léger venu du Moyen-Orient ou d'ailleurs qui leur coûtait excessivement cher et grévait leur budget de fonctionnement. Alors que le pétrole lourd qu'ils vendaient, puisqu'ils n'avaient point le choix que de le vendre parce qu'ils n'avaient pas d'autre source. Un pays comme le Gabon n'a que le pétrole. Le Nigeria, on s'est rendu compte que entre la découverte du pétrole et maintenant, le Nigeria qui assurait près de 70% de ses besoins internes est devenu dépendant à plus de 70%. Donc la manne du pétrole comme beaucoup de ressources en Afrique, on parle de la malédiction des ressources en Afrique. Mais cette malédiction des ressources en Afrique n'existe que parce que nous sommes faibles. C'est ce que des esprits éclairés comme Kwame Nkrumah, comme Lumumba, comme Cheikh Anta Diop et tant d'autres de nos professeurs et d'intellectuels que nous avons continué à véhiculer leur message pour le faire accepter. C'est même pas la peine d'analyser plus loin. Structurellement, tels que sont les pays africains, sur 1000 ans, il n'y aura jamais de développement si on continue comme ça. Donc, puisqu'on ne peut pas réunir toute l'Afrique parce qu'il y a tellement de divergences culturelles et autres, travaillons sur les 5 zones concentriques. Et ensuite, on aura des tailles critiques assez conséquentes. Donc, là, par exemple, chaque pays africain voulait avoir sa propre raffinerie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et autres. Et ce que j'avais trouvé dans mes études, c'est que je me suis renseigné d'abord que une raffinerie de pétrole, technologiquement, n'est rentable qu'à partir de 7 millions de tonnes produites par an. Et le Nigeria, qui était le mastodonte de l'Afrique, sur ces 3 raffineries, n'en produit que 2,5 millions. La Côte d'Ivoire, 500 000 tonnes. Le Gabon, presque pas, etc., etc. Donc, mais chaque pays africain vouloir... Alors qu'il était facile de dire, on va faire une raffinerie dans la zone ouest africaine, une raffinerie ici ou deux, mais là, ça posait le problème politique, parce que chacun a peur de son voisin et allait savoir pourquoi. Donc, il faut régler le problème politique. Et sur cela, ça amène un débat. Souvent, les Africains, ils sont tiraillés entre est-ce qu'il faut l'intégration politique ou est-ce qu'il faut l'intégration économique. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut les deux en même temps. C'est comme les deux jambes d'une personne. Si vous n'avez pas jambe droite et jambe gauche, vous ne pouvez pas marcher. C'est vrai. Vous pouvez peut-être avancer avec une jambe, mais en sautillant. Et quand vous sautillez, vous savez que vous risquez de tomber beaucoup plus facilement. Donc l'Afrique doit s'intégrer politiquement en même temps qu'économiquement. Et les deux se marient très bien. Ça, c'est à Grenoble, jusqu'en... Donc de 89 à 91, fin 91, 92, 93, 94, je suis allé à l'école supérieure de Clermont-Ferrand parce que j'étais dans l'énergie, la ressource humaine. L'énergie est d'abord humaine. Parce que Cheikh Anta disait, au commencement est l'énergie, tout le reste en découle. Mais nous, en Afrique, il y a l'énergie fossile, il y a l'énergie animale, il y a l'énergie nucléaire, il y a plusieurs formes d'énergie. La ressource humaine est la source d'énergie la plus fabuleuse, il faut le savoir. Et nous, en Afrique, on gaspille cette ressource humaine. Quand on voit les bateaux qui viennent mourir dans les océans en furie en Europe, des jeunes gens super costauds de 20 ans, on se dit mais ils n'ont pas compris que c'est de l'énergie
que l'Afrique est en train de gaspiller. Tous ces jeunes-là peuvent être mis dans des programmes et participer à l'émergence de l'Afrique, mais il faut qu'on arrête la corruption généralisée. Parce que nous, on prend nos moyens, les maigres moyens qu'on a, et on vient les investir dans des châteaux en Europe, les châteaux qui finiront dans le trésor public français ou européen. Il faut faire comme les Asiatiques. Hein. Il paraît que chez les Asiatiques, il y a de la corruption, mais au moins eux, quand ils sont corrompus, ils investissent dans le pays. Ça ne quitte pas le navire. Donc, à Clermont-Ferrand, j'avais présenté une thèse professionnelle sur les ressources humaines. J'avais fait un stage au Crédit Agricole Centre France, au milieu de la banque. Je les observais. En fait, ce qu'il fallait faire dans cette thèse-là, c'est au bout de 6 mois d'observation, montrer le titre, l'impact des changements technico-organisationnels sur les emplois et les compétences en secteur bancaire. Le cas d'Alliance au Crédit Agricole Centre France. Donc, présenté, c'était une école qui recrutait Bac plus 5, 2 ans d'études, plus la rédaction de cette thèse-là. Et ensuite, je suis venu à Lyon où j'enseigne dans des écoles d'ingénieurs et des universités, l'Institut Polytechnique de Lyon, où j'ai des jeunes étudiants de Bac plus 3 et Bac plus 5 qui préparent leur ingénierat en plusieurs domaines. Ils peuvent être des chimistes, des électroniciens. Le CNAM, c'est le Conservatoire national des arts et métiers, où là-bas j'avais des formations continues, c'est-à-dire des gens qui étaient soit ingénieurs, qui ont travaillé 10 ans et qui reviennent pour faire des formations. Les Africains, souvent, ne tendent pas la main à leurs intellectuels qui font de la recherche, et c'est des opportunités qui sont perdues. Beaucoup d'Africains font de la recherche, mais le font avec des objectifs qui n'intéressent pas l'Afrique. Il y a quelques récalcitrants qui se disent, moi, tous les sujets que je vais écrire, c'est sur l'Afrique, mais c'est très dur, parce qu'il n'y a pas de répondants à notre niveau. Et on a besoin de la recherche. Comme je le disais, la formation, l'éducation, elle ne sert qu'à développer son savoir pour résoudre ces problèmes, parce que quand il n'y a pas de problème, la science, elle ne fait rien, elle est en veilleuse. La science ne se lève que quand il y a problème, tout comme la stratégie. Et donc, je vais, comme le dit Seydina Insawad, vous laisser avec Béré Bouké Mbam, cette belle chanson qui est fort de sens. Il faut bien l'écouter parce qu'il dit lamba ji nga xam ne mbër yi ñooy fay pour bëre lamba jooju doy na waar. waaw mooy lamb politique lamba ji nga xam ne mbër yi dañuy fay pour bëre lamba jooju doy na waar. Donc je vous avais parlé un peu de la méthode de la boussole socioprojective. Je ne veux pas que ces vidéos soient trop longues. J'y reviendrai une autre fois pour mieux expliciter avec des cas d'études et autres de façon plus spécifique. Donc, à tous mes compatriotes sénégalais, auxquels je souhaite, malgré tout ce qui s'est passé, les meilleures élections possibles. Et comme je le disais, il faut que, par un référendum, nous arrivions à fixer les prérogatives, le rôle du président qu'on veut, en lui donnant tous les moyens pour qu'il joue bien son rôle de chef du sommet stratégique. Un président, il sert à ça, un sommet stratégique. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. Il faut qu'il soit un grand stratège, un visionnaire, quelqu'un qui met le pays sur des rails, qui défend les intérêts du pays. Et les Africains, et plus général que le Sénégal, nos chefs d'État doivent arrêter de chercher le pouvoir total. Parce que quand un individu a le pouvoir total, mais il est susceptible d'être sous chantage, d'être manipulé. Alors que respecter la séparation entre le pouvoir exécutif,
le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Au contraire, c'est quelque chose qui garantit à nos présidents la capacité de ne pas être tenus par des forces occultes. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Ça fait 2 ans qu'ils sont en train de se battre pour savoir qu'est-ce qui se passe entre les Russes et Donald Trump. Parce qu'ils ne le supporteraient pas. Et jusqu'à présent, il y a un procureur qui enquête pour ça. Quand une démocratie marche bien, regardez Barack Obama, il a fait 10 ans, non, 8 ans, il a fait 2 fois 4. Les Africains font 10 ans, 2 fois 5 au maximum. Parce que sinon, vous gâchez des opportunités pour le pays. Parce que 10 ans, ça suffit largement pour faire son travail et préparer la relève dans de très bonnes conditions. Il ne faut pas s'accrocher au pouvoir. Comme je n'arrête de le dire partout, maintenant je n'ai plus de retenue. 38 ans de pouvoir comme Paul Biya le fait au Cameroun. Moi je trouve ça c'est trop. Et trop, comme je le dis à mes enfants, n'est jamais bon. Trop c'est trop. Il faut qu'on fasse des régimes de 2 fois 5 ans, je vous donne. Pas comme les Américains, je trouve que 2 fois 4 ans, même à la rigueur, c'est un peu ric-rac. Mais 2 fois 5 ans, et puis après vous laissez la place. Et tous, on doit travailler pour le pays. Donc c'est ce message que je lance. Des présidents à vie, c'est fini. Je vous remercie. Wassalam. Et à bientôt. seetu ba ma nga leen di wane nit ñaa nga taxaw leen tàccu man ab toogaay du ma tax a xëccu bëre bu kéeg mbaam xool leen la ñuy nirool bëre bu kéeg mbaam xool leen la ñuy nirool ñoo ngay xuloo di teesante nit ñaa nga taxaw leen